Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Lyon dans ce bâtiment Hachette de Lyon Confluence pour cette conférence intitulée Lyon Confluence vers de nouvelles communautés énergétiques. Welcome to Lyon. If you want to listen to this conference in English, please choose the Zoom translation option on your screen. Alors, bien sûr, nous connaissons tous cette histoire, ce cri Eureka qu'aurait poussé le savant grec Archimède lors de la découverte des lois régissant la poussée des objets plongés dans l'eau. Alors, à défaut de smartphones vidéo de bonne qualité au IIe siècle avant Jésus-Christ, aucune preuve démontre aujourd'hui que ce cri Eureka est exact. Une certitude concernant Eureka, c'est qu'une vingtaine de siècles plus tard, en 2016 à Lyon, Eureka Confluence est né, un démonstrateur industriel de la ville durable, un partenariat public-privé qui vise à développer des projets urbains innovants en matière de gestion des ressources, en matière de nouveaux usages, en matière de santé, mais aussi en matière d'énergie, piloté par Lyon Confluence et par le promoteur Bouygues Immobilier. Le consortium de 70 acteurs privés et publics d'Eureka Confluence propose de consommer l'énergie renouvelable produite localement. Eh bien, consommer l'énergie renouvelable produite localement, ce sera le thème de cette conférence. Une conférence que je vous propose d'organiser en deux temps. D'abord, une première table ronde qui reviendra sur les projets menés ici à Lyon, 3 projets d'autoconsommation collective. Et puis une seconde table ronde dans laquelle nous réfléchirons à cette notion de communauté énergétique. Nous la définirons, nous la décrypterons et puis nous imaginerons peut-être son avenir. Voilà, vous savez tout, presque tout sur cette future conférence. Je vous propose de la commencer par une petite vidéo motion design qui va justement revenir sur tous ces projets, sur toutes ces innovations ici à Lyon Confluence. En gros, c'est tout ce que je viens de vous expliquer en plus clair, voire même en beaucoup plus clair. Donc je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve ensuite avec les premiers invités de cette conférence. À tout à l'heure. Lyon Confluence est un territoire de 150 hectares situé au sud de la presqu'île de Lyon, entre Rhône et Saône, dans le prolongement du centre-ville historique. Gagné sur les eaux, puis longtemps consacré à l'industrie, il est devenu la Confluence, un quartier résolument vivant et attractif, placé sous le signe de la proximité. Une ville mixte, durable et attentive au bien-être de ses usagers. Un territoire d'innovation qui cherche à construire une ville adaptée au changement climatique. Engagé dans de nombreux partenariats, Lyon Confluence a placé, depuis 2003, le sujet de l'énergie au cœur de ses préoccupations. Récemment, ce sont 3 opérations qui permettent de tester à la Confluence l'autoconsommation collective. Ancienne usine de chaudronnerie, la halle Chirard est devenue en 2019 H7, le lieu totem de la French Tech de Lyon. C'est aujourd'hui un lieu de vie de 4000 m² où l'on teste une blockchain qui doit sécuriser l'échange d'énergie entre les différents occupants du bâtiment. Sur le toit, 1600 m² de panneaux photovoltaïques produisent plus de 260 kW par an. Idéal est un programme immobilier de 12 500 m² qui se compose de 5 bâtiments, dont un construit en terre crue. Les 850 m² de panneaux photovoltaïques en toiture ont pour objectif de couvrir 50% des besoins en électricité des occupants, des habitants et des salariés regroupés dans une communauté énergétique. Une première à cette échelle. Au sous-sol, une batterie permet de stocker l'énergie solaire produite en journée et d'en différer la consommation. Sur 32 500 m² et 11 bâtiments, Solis permettra de tester l'autoconsommation collective à plus grande échelle encore. 2200 m² de panneaux photovoltaïques en toiture et une centrale de cogénération au gaz vert au sous-sol fourniront eau chaude et électricité. Le point commun entre ces 3 opérations, des programmes mixtes qui permettent de tester l'autoconsommation collective à différentes échelles et ainsi de replacer l'usager au cœur du système. L'énergie renouvelable produite est consommée par les occupants des bâtiments qui sont aussi les copropriétaires des installations énergétiques. Habitants, salariés et commerçants deviennent ainsi les consommateurs de leur énergie. Avec l'autoconsommation collective, l'énergie renouvelable produite est consommée par les bureaux et commerces en journée et par les habitants le week-end et en soirée. L'autoconsommation collective présente de nombreux avantages. Un coût de l'énergie garanti sur le long terme, les installations appartenant aux propriétaires des logements et bureaux, le développement des énergies renouvelables en offrant un nouveau modèle économique
une sollicitation moins importante du réseau électrique public et surtout une implication plus forte des consommateurs fédérés autour d'un projet énergétique commun. C'est ce qu'on appelle une communauté énergétique, une entité juridique qui a pour objectif de proposer des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres plutôt que de générer des profits financiers. Un nouveau modèle socio-économique qui se développe partout en Europe. Et nous voici de retour en plateau pour cette première table ronde de cette conférence, un échange pour lequel j'ai le plaisir d'accueillir Edward Wood. Bonjour. Bonjour. Vous ês directeur de l'ingénierie chez Bouygues Immobilier. Allez, je vous laisse nous présenter vos fonctions en quelques mots, en une phrase. Eddie Wood, je suis directeur de l'ingénierie de Bouygues Immobilier, donc c'est un rôle fédérateur à toute filière, donc à la fois résidentielle, tertiaire et à l'échelle du quartier aussi. Très bien. À vos côtés, Éric Lelguen, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Embix. Embix en quelques mots pour les gens qui découvriraient la structure aujourd'hui. Embix en quelques mots, c'est optimiser la gestion de l'énergie à la maille du quartier. Parfait. Et puis, nous accueillons également par écran interposé Frédéric Marcos, directeur développement entreprise et collectivité chez EDF ENR. Frédéric, vous avez deviné la question que j'allais vous poser. Présentez-nous peut-être votre poste en quelques mots. Oui, bonjour à tous. Désolé d'être à distance, de ne pas être avec vous. Donc, effectivement, je travaille pas chez EDF ENR, chez EDF, qui est la maison mère, et je m'occupe de développement d'offres innovantes à destination de nos clients, entreprises et collectivités notamment, ou en l'occurrence promoteurs. Très bien, merci pour ces précisions. Alors je l'ai dit en introduction, cette conférence a une visée un petit peu pédagogique. Nous allons notamment d'abord définir cette autoconsommation collective dont on parle tant, et puis après on parlera des projets. Allez, sur cette définition, qui peut se lancer? Qui peut m'expliquer l'autoconsommation collective en quelques mots pour les grands béotiens comme moi? Alors, en quelques mots et ma définition, parce que finalement chacun a sa définition de l'autoconsommation collective, mais ce qu'on peut dire déjà très simplement dans un premier temps, j'aurai 3 temps, dans un premier temps, c'est que c'est une invitation à consommer localement l'énergie produite. Alors on peut parler d'invitation ou d'incitation, ça c'est la première définition. Si on la regarde sous un angle un peu plus sociétal, on peut dire que finalement c'est une traduction au monde de l'énergie du phénomène locavore, essayer de produire et de consommer localement. Et si on la regarde maintenant en termes de défis ou de challenge, et c'est peut-être là que c'est important, c'est déjà un défi pour l'opérateur urbain, qu'il soit aménageur ou promoteur, parce que quelque part ça complexifie grandement son opération. C'est un défi pour l'usager ou l'habitant de ces quartiers, parce que quelque part, produire et consommer son énergie localement, c'est aussi un peu plus de complexité. Et comme quelque part, cultiver son jardin, c'est plus compliqué que d'aller chercher ses tomates au supermarché. Ça, c'est probablement le deuxième défi. Le troisième, il est aussi assez évident, c'est pour le producteur d'énergie renouvelable, parce que quelque part, il passe d'un mode où il avait un tarif de rachat garanti à un mode où il doit trouver son modèle économique. Donc ça, c'est le troisième point pour moi. Le quatrième, et Patrick en parlera mieux que moi tout à l'heure, c'est le sujet de l'opérateur de réseau qui continue, puisqu'on parle d'autoconsommation collective, à jouer un rôle clé, puisque cette électricité va transiter par le réseau, mais qui doit se repositionner dans un rôle qui est différent du rôle traditionnel de l'opérateur de réseau. Et enfin, et c'est une conférence internationale européenne, mais je parlerai du modèle français, on est quand même dans une société jacobine au sens moderne du terme, et cette société-là, elle est forcément, je dirais, challengée par cette approche locavore et de production-consommation locale. Très bien, merci pour cet exercice de définition. C'était très clair, on va passer de la définition de la théorie à la pratique avec ce premier projet, ce premier zoom sur Solis, un projet qui vous réunit tous les deux. Je vais peut-être me tourner vers Edward. Alors, comment présenter ce projet lyonnais dans les grandes lignes à ceux qui n'en auraient pas entendu parler encore? Dans les grandes lignes, donc on est dans la mixité de bureaux, commerce, résidence, avec des ambitions énergétiques. Donc on sait tout de suite avec l'impulsion de la confluence, on s'embarque dans une aventure où on est obligé d'assurer une maîtrise dès l'amont. Voilà. Donc un projet ambitieux, mais maîtrisé, avec les objectifs très clairs à respecter. Et le tour du propriétaire, ça donne quoi ce projet dans les grandes lignes? Je ne sais pas si c'est Edward ou Eric. Alors peut-être
Alors, je vais parler dans les grandes lignes du projet, mais surtout de ce qui nous intéresse finalement, de cette communauté énergétique qu'on cherche à mettre en place. Donc, c'est un projet de 35 000 m², avec deux types de production locale pour ce qui concerne la partie électrique, donc du panneau photovoltaïque et de la cogénération. Le choix fait sur le projet, c'est le choix d'autoconsommer la production électrique de la part cogénération et pas du photovoltaïque. Je pense que si on devait le refaire aujourd'hui, on autoconsommerait le photovoltaïque. On a été confronté à une évolution que je qualifierais d'assez lente et chaotique du cadre réglementaire, qui nous a conduit à réduire ça à la partie électrique de la cogénération. Mais cette cogénération, donc son électricité, on l'autoconsomme à l'échelle de 7 bâtiments avec un mix de résidentiel et de tertiaire. Donc un choix, je dirais, assez intéressant, ambitieux, parce qu'on va mixer des bâtiments qui se situent sur 2 îlots. On va mixer 2 populations, aussi une population tertiaire et résidentielle, et l'espoir que cette autoconsommation trouve son modèle économique, ce qui est aussi clé pour nous. Quel est l'état de maturation de ce projet aujourd'hui? Et puis, quelles sont les plus grandes difficultés? On pourrait penser que c'est technique. Est-ce que c'est aussi, vous avez parlé de réglementaire, est-ce que c'est aussi réglementaire? Est-ce que c'est aussi de l'implication des citoyens? Quels sont les enjeux les plus complexes? C'est un projet complexe sur le plan technique, c'est sûr, certain, la notion d'énergie, la mixité, etc. Mais pour moi, d'avoir vécu quelques projets ici à Confluence, c'est quand même c'est les habitants, c'est les usagers. Donc les habitants vivent sur place, les usagers sont une population transitoire. C'est la mixité, c'est la notion de vivre ensemble. Qui est très important, et on essaie d'infuser ça depuis le début du projet. Notamment, il y a ce que peut-être Eric, tu vas en parler après, c'est une notion de coaching énergétique qui va avoir lieu après la livraison de l'opération. D'accord. Donc c'est vraiment des enjeux sociétals. Très bien. Et qui fait quoi dans ce projet, peut-être, entre vos deux structures? Parce que vous faites la paire ce matin, mais vous faites la paire aussi dans ce projet. Je suis le promoteur, donc je suis censé réunir les meilleurs acteurs pour assurer un projet comme ça, et je vais insister dessus. C'est vraiment ce projet comme ça, on met en place une équipe qui est adaptée au projet dès le début. C'est les gens qui ont la compétence pour maîtriser un tel projet, les gens qui ont la compétence de simuler les choses en amont, les gens qui ont la capacité d'assurer le commissioning de l'opération et le transfert à l'opérateur de service urbain. Donc je suis plutôt ensemblier de tout ça. Je suis assuré que les études de conception soient bien faites, représentent la réalité. Je dois après transférer la conception aux entreprises de confiance pour assurer la réalisation de l'opération. Très bien. Et donc Eric, votre rôle, et puis peut-être cette notion de coaching dont on parlait. Oui, alors notre rôle, je vais aussi peut-être revenir, Baptiste, sur les enjeux. Il y a effectivement, moi je pense que plus qu'un enjeu technique, parce que finalement, techniquement, on installe les mêmes panneaux, et puis et Patrick le redira, et le même réseau. Donc il n'y a pas finalement d'enjeu technique très fort. Par contre, c'est un vrai sujet sociétal, c'est une communauté qui va vivre ensemble et qui va consommer cette énergie. Et un peu comme dans toute communauté de vie, je fais des fois le parallèle avec un mariage, au début de l'histoire, tout le monde est heureux et c'est une belle histoire, mais il ne faut pas qu'elle soit trop fleur bleue. Et c'est notre travail et le travail d'Eddy, le mien, le travail de Maxime côté SPL, de donner aussi le cadre réglementaire qui va permettre qu'en cas de conflit, si toi et moi, à un moment donné, Baptiste, on n'est pas d'accord sur le nombre d'électrons qu'on a consommé l'un ou l'autre, eh ben, il faut un cadre réglementaire. Un conseiller conjugal. Voilà, il faut un conseiller conjugal. Donc nous, on s'est appuyé sur Olivier Ortega, côté juridique, pour justement mettre tout ça en place. Donc ça nous semble important. Et ensuite, ce que disait Eddy est très juste. Dans une opération, je dirais classique, le coaching énergétique est important. Il est important à faire en distinguant les différents acteurs. Dans le résidentiel, les enfants, par exemple, sont un levier important, les parents, bien sûr, aussi. Le coaching du résidentiel n'est pas le même que le coaching de l'entreprise, et un salarié va réagir différemment d'un opérateur du résidentiel. Donc, je dirais que
ce coaching, cette formation, cette éducation à l'énergie est importante dans une opération classique, elle est d'autant plus importante dans une opération d'autoconsommation. Et au moins, on voit aussi importante que la dimension technique dont on parlait tout à l'heure. Et sur le rôle d'MBX dans ce coaching ou dans cette supervision? Alors, MBX, c'est le bras armé, c'est celui qui va permettre aux promoteurs de tenir ses engagements dans la durée. Et on a eu de longues discussions avec Maxime côté SPL, avec Eddy, avec Christian Grelier côté Bouygues Immobilier. Et on s'est dit que pour pouvoir garantir quelque chose dans la durée du projet, il fallait être présent dès l'amont du projet. Donc on est vraiment présent dès cet amont du projet. On est présent avec deux bras armés qui sont Olivier Ortega, donc côté juridique, et puis deux acteurs importants du commissioning qui sont Eman Aslu et Katen, qui sont intervenus avec nous, parce que c'est tous ces éléments-là qui vont nous permettre de tenir l'ambition. Très bien. En quoi ce projet-là, alors on a vu qu'il y a peut-être déjà des évolutions qu'on pourrait imaginer, il annonce, il préfigure l'autoconsommation collective de demain. Est-ce que c'est, j'aime pas trop ce terme-là, mais est-ce que c'est un prototype de ce qu'on pourrait imaginer demain, ou il y a encore des éléments de copie à revoir? Donc même l'autoconsommation, c'est quelque chose connu, mais c'est plutôt ces notions de maîtrise des technologies qui sont mises en œuvre. Eric, il a mis le doigt sur un sujet très important, c'est l'opérateur de services urbains porte les promesses du promoteur qui sont faites en amont. Ça, c'est très important. L'opérateur de service est embarqué avec nous en amont, donc il n'y a pas de transfert de projet proprement dit, donc il y a une prise en main du projet. Et je crois que le côté démonstrateur de Solis, c'est quand même cette notion de maîtrise. J'utilise ce mot assez souvent sur ce projet. Le pertinence de l'offre de l'opérateur de services urbains, qui est plutôt un ensemblier de tous les services, et c'est le garantie qu'on offre en aval par rapport à ce qu'on a promis en amont. Très bien. Même question, Eric. Solis, inspirateur de futurs projets? Je pense que oui, sur deux aspects. Le premier, je vais rebondir sur ce que dit Eddy. Le premier, c'est la tenue des engagements. Je laisserai la deuxième table ronde commenter, mais globalement, et je vais le dire peut-être assez brutalement, la confiance dans le monde du bâtiment, de la promotion de l'aménagement n'est pas très forte. À partir du moment où elle n'est pas très forte, c'est-à-dire où beaucoup ont le sentiment que la promesse ne va pas être tenue, on le fait soit à l'américaine, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de réserve et ça s'écroule de temps en temps, soit à la française, on prend ceinture et bretelles. Donc ça ne s'écroule pas, ça fonctionne bien, mais ça coûte un peu plus cher. Donc il faut sortir clairement de cette logique-là et il faut tenir les promesses dans la durée. Ça, c'est le premier point. Ensuite, pour ce qui est des communautés énergétiques ou de l'autoconsommation collective, sa déclinaison française, je pense que c'est quelque part un modèle peut-être complexe, mais vertueux. Et en tous les cas, plus vertueux que le tarif de rachat, où quelque part, quoi qu'il se passe, vous avez une garantie, quel que soit l'impact sur le réseau, vous avez une garantie de tarif de rachat. Donc je pense que sur ces deux éléments-là, à la fois la tenue de la performance et la communauté énergétique, oui, on est un projet qui peut préfigurer de nouvelles opérations. Tous ces efforts ne sont pas vains. On fait beaucoup d'efforts, mais le jeu en vaut la chandelle. Tout à fait. Donc notre volet, donc c'est quand même une notion de coût global. On maîtrise ça dès l'amont. On ne regarde pas uniquement le CAPEX de l'opération, c'est également l'OPEX. Et tout ça, c'est maîtrisé dans un ensemble de coûts global. Donc important, les projets comme ça, c'est la maîtrise du coût global. Très bien. On va passer au second projet avec Frédéric Marcos, qui est toujours avec nous. Je vous vois à l'écran. Le projet idéal, même question, peut-être Frédéric, racontez-nous un petit peu l'histoire, la naissance et puis les grandes lignes de ce projet, également basé sur ce territoire de Lyon-Confluence. Bien sûr. Donc, alors le projet idéal, donc il a été mené évidemment par la SPL Lyon-Confluence et par le promoteur OGIC, donc qui a dès le départ souhaité adjoindre au projet une opération d'autoconsommation collective. Donc on a 5 bâtiments sur le lot, l'îlot. Ces 5 bâtiments, 4 d'entre eux portent des panneaux photovoltaïques. Donc c'est une autoconsommation collective d'énergie solaire qui font à peu près un petit peu moins de 1000 m² de panneaux photovoltaïques pour 174 kW crête d'installés. Ce qui est pas particulièrement spécifique, puisqu'on l'a vu, la technologie photovoltaïque, elle se positionne assez simplement sur les bâtiments aujourd'hui. Ce qui est particulièrement spécifique pour le coup, c'est le fait qu'on y adjoint une batterie
J'y reviendrai de 50 kW, 200 kWh, qui permet de déplacer l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques de l'après-midi vers des zones de consommation plus importantes. L'îlot lui-même, il est assez, ça a été vu dans la vidéo, c'est un îlot qui est occupé de façon très mixte. Il y a un peu plus de 12 000 m² de surface de plancher, avec à peu près les 3/4 de résidentiel et puis des bureaux et des commerces qui font la jointure, donc avec des modes de consommation relativement différents, ce qui est quand même intéressant malgré tout pour l'autoconsommation, puisque plus les consommations sont de nature diverse, plus on a de chances de consommer mieux l'énergie qui est produite. Donc on a des ambitions, notamment grâce à la batterie, sur ce projet d'autoconsommer beaucoup, c'est-à-dire de consommer quasiment tout ce qui est produit sur place, de l'ordre de 90%. Et on a du coup aussi l'espoir d'un taux de couverture relativement important. Alors il était indiqué de 50% dans la vidéo, on sera peut-être légèrement en dessous, ce qui est malgré tout beaucoup, puisqu'il y a quand même une grande partie de la consommation qui se situe en dehors des heures où il fait soleil. Et donc le principe, dans les trois spécificités de ce dispositif et de cette opération, il y a une première spécificité, j'en parlais à l'instant, qui est la batterie, qui permet à la fois de maximiser l'autoconsommation, c'est-à-dire qu'on va stocker lorsqu'on a trop d'énergie, mais aussi elle a un rôle, cette batterie, et c'est toute la finesse de l'algorithme qu'on met en place, c'est aussi permettre de mieux partager l'énergie, puisque c'est l'une des questions dans les opérations d'autoconsommation collective, notamment dans l'autoconsommation collective sur la promotion immobilière, c'est de savoir finalement est-ce que j'en ai pour mon argent. Chacun se pose cette question, puisque chacun est propriétaire d'une partie de l'installation. Et donc, ceux qui finalement partent le matin tôt à 8 heures au travail et qui reviennent à 20 heures le soir, entre guillemets, ils consomment lorsqu'il n'y a pas de soleil. Et donc, la batterie, en permettant de déplacer cette énergie, permet de leur rendre quelque part une partie de ce qui est à eux. Donc, oui, je vous entends plus. Non, je disais, ils en ont pour leur argent aussi, ceux qui et du coup, on leur en donne pour leur argent et quelque part pour leur tantième, puisqu'on est dans le charme feutré des réunions de copropriété. Ouais, tout à fait. Exactement. Je vous laisse poursuivre. Donc le deuxième point qui a été intéressant, donc l'état d'avancement de notre opération, c'est qu'elle est sur le point d'être mise en service. Donc on a passé toutes les étapes de définition, de contractualisation et d'installation des équipements. Et donc notamment l'une des premières étapes que l'on a passé, c'était plus en 2018 au début, ça a été finalement de mettre en place cette opération dans toute la mécanique juridico-contractuelle de vente en état futur d'achèvement, donc comment intégrer ça dans les contrats avec les futurs copropriétaires, comment tout ça va se transformer lorsque le promoteur va petit à petit donner la main au syndic, etc. Donc ça a demandé effectivement, c'était souligné tout à l'heure, pas mal finalement d'innovation, de réflexion autour de la façon de mettre ça en place. Et on se retrouve aujourd'hui avec une construction finalement qui est assez solide. Et on a passé le cap qui était un cap un peu délicat malgré tout, qui a été de glisser du monde du promoteur immobilier au monde de la copropriété, lorsque on est allé, moi-même et quelques collègues, devant la première assemblée des copropriétaires pour expliquer pourquoi on avait fait cette opération et pour leur demander de valider la poursuite du dispositif. Ce qui a demandé finalement pas mal de pédagogie et puis on s'est trouvé face à des copropriétaires qui avaient, pour certains du moins, très très bien compris le sens de tout ça et étaient très motivés pour continuer. Mais c'est un challenge puisque quelque part c'est pas évident finalement de s'inscrire dans ce genre de dispositif. Très bien. Et alors justement, quelles sont les prochaines étapes? Peut-être on va y venir. Oui, alors les prochaines étapes, ça va être la mise en service complète de l'opération et donc l'entrée de l'ensemble des copropriétaires dans l'opération. Et ça tombe bien que vous posiez cette question puisque c'est le troisième point un peu innovant de notre opération, c'est qu'on a mis en place un système d'appui numérique à l'opération où chacun des copropriétaires et des participants potentiels, puisqu'il y a aussi des commerces et des bureaux, va pouvoir aller s'inscrire de lui-même en toute autonomie pour pouvoir participer à l'opération et il va être intégré à l'opération et s'il le souhaite sorti de l'opération par quelques clics sur un site web et sur une application numérique qui lui donnera aussi en direct toutes les informations importantes de l'opération.
Pour vos confrères, cette dimension un petit peu de coaching, d'accompagnement humain, elle est aussi tout aussi importante que la dimension technique. Ah oui, tout à fait. Ça reste des opérations qui sont quand même relativement complexes à mettre en œuvre d'un point de vue technique, mais aussi relativement complexes à expliquer. Il a fallu expliquer aux gens que pour pouvoir piloter correctement la batterie et donc la mettre en charge ou en décharge au moment adapté, il fallait qu'on connaisse les consommations instantanées de chacun des appartements pour pouvoir les sommer et ne pas, par exemple, charger la batterie au moment où il n'y avait pas de soleil et beaucoup de consommation et donc finalement gréver un peu plus la facture. Donc il faut expliquer que tous ces dispositifs finalement sont importants pour que tout ceci s'optimise d'un point de vue financier. C'est clair. Dernière question de ma part avant de passer aux questions des internautes, puisque je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions via la discussion Zoom. Puisque vous représentez aussi un petit peu EDF ce matin, je vais être assez direct. L'autoconsommation collective chez EDF, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour contrarié, c'est une histoire inventée. Quel est un peu le point de vue de la maison sur ce sujet? EDF est relativement positif face à l'autoconsommation en général et l'autoconsommation collective en particulier. Nous avons, et notre filiale EDF-NR que vous citiez tout à l'heure, a développé de nombreuses offres en autoconsommation individuelle et fait partie des leaders du marché en termes d'autoconsommation chez les clients particuliers. Donc on développe ces offres, je dirais comme la plupart des opérateurs énergétiques. On a évidemment, pour ce qui concerne l'autoconsommation collective, on regarde les conditions réglementaires dans lesquelles tout ça se met en place et on souhaite que ça se fasse de façon propre par rapport au bon équilibre du système électrique tel qu'il existe aujourd'hui. Mais on n'a pas d'état d'âme et on s'engage résolument au service de nos clients dans de tels dispositifs qui répondent à des aspirations qui sont indubitables au niveau local, tant des collectivités que des clients eux-mêmes. L'exemple lyonnais dont on vient de parler, il sera scruté, il a vocation à inspirer aussi d'autres territoires français ou peut-être même à l'étranger. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a déjà partagé à plusieurs reprises avec nos collègues des autres pays européens, des autres filiales du groupe, qui, de leur côté, de la même façon, lancent des solutions pionnières. On voit d'ailleurs que la réglementation des Local Energy Communities est en train de se développer de façon souvent un petit peu différente d'un pays à l'autre. Mais on envisage malgré tout des partages, voire même des utilisations communes d'outils, parce qu'on voit quand même que cette préoccupation du local et du partage d'énergie à une maille très 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 petite, c'est quelque chose qui monte partout en Europe de façon extrêmement nette. Parfait, merci beaucoup. Alors on va passer aux questions des internautes parce qu'il y en a déjà quelques-unes et le temps est compté, donc je ne voudrais pas passer à côté. D'abord sur les questions de calendrier, concernant Solis, aujourd'hui le projet est livré, enfin quelle est l'étape là, on demande un petit peu l'état d'avancement. Deuxième trimestre 2013 pour la mise en œuvre et la livraison. Très bien. Et puis du côté d'Idéal, même question sur le calendrier, on est-on aujourd'hui des phasages? Donc tous les matériels sont livrés. On attend le raccordement des panneaux et de la batterie pour pouvoir lancer l'opération. Effectivement, ça sera fait dans les prochaines semaines. Très bien. Alors j'ai une autre question, je ne sais pas qui voudra répondre, mais je vais vous la poser à tous les trois, évidemment. Sur l'attractivité de l'autoconsommation, en général, les ménages individuels payent un prix du kilowattheure par an plus élevé que les entreprises. Dans un îlot mixte comme Solis ou Idéal, comment s'assurer que l'autoconsommation est attractive pour tous les occupants? Alors, qui se lance? D'abord Eric, et puis on posera peut-être la question à Frédéric ensuite. Ou Monsieur Marcos, comme vous voulez. Écoutez, je l'ai dit, sur Solis, nous on est sur un cas un peu particulier puisqu'on est sur l'électricité produite par la cogénération. Pour les spécialistes, on utilise une combinaison d'un tarif de rachat qui est le tarif C16 sur la cogénération, plus de l'autoconsommation collective sur les mois d'été. Donc avec cette mécanique tarifaire, on est aujourd'hui sur des tarifs qui sont
légèrement plus intéressant pour les particuliers et pour les entreprises présentes sur l'opération. Donc on a trouvé l'équilibre économique, mais on est dans un cadre un peu particulier. Ce sera un enjeu aussi pour impliquer les citoyens. Le tarif, c'est évidemment un enjeu. Bien sûr. Même question peut-être, Frédéric, sur cette attractivité économique de ces modes de production et de consommation. Alors, clairement, aujourd'hui, ce n'est pas le levier économique qui permet de lancer des opérations d'autoconsommation collective photovoltaïque. Les dispositifs réglementaires qui sont encore en évolution ne permettent pas aujourd'hui de proposer aux clients finaux des économies extrêmement importantes. Je dirais même plus que dans le cadre de l'opération d'Ideal Confluence, il est très probable que si nous n'avions pas eu de subvention, notamment à l'achat de la batterie, on n'aurait pas pu la mettre en œuvre parce que le prix aujourd'hui de ce genre d'équipement ne permet pas un équilibre économique global. Donc en pratique aujourd'hui, les clients particuliers et entreprises qui seront sur le site vont y gagner, mais vont y gagner relativement peu. Par rapport à ce qu'on pourrait imaginer des choses significatives de plusieurs dizaines de pourcents. Néanmoins, je dirais que ça n'a pas été jusqu'ici le critère majeur finalement d'adoption de cette opération lorsqu'on a pu en discuter notamment avec les copropriétaires. Une autre question pour vous sur le stockage de l'énergie dans des batteries. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté en France, ou c'est assez pionnier ce qui se passe sur Idyll? Pour une opération de cette ampleur-là, c'est assez pionnier. Il y a le stockage d'une façon générale, y compris le stockage associé à l'autoconsommation individuelle. Il y a plusieurs opérations qui ont déjà fonctionné et donc vous mettez une batterie à côté d'une installation photovoltaïque, par exemple dans un parking de supermarché ou des choses de ce type-là, ça existe déjà. Là, une batterie qui va être finalement pilotée pour optimiser une opération d'autoconsommation collective de cette ampleur, je pense que c'est une première en France et sans doute probablement en Europe. Et donc, ça sera intéressant de faire un REX sur effectivement l'efficacité du pilotage et notre capacité à maximiser, comme je disais tout à l'heure, l'énergie autoconsommée dans l'opération. Très bien, ça donnera peut-être lieu à une prochaine conférence. On se retrouvera peut-être pour en parler dans quelques semaines. En attendant, j'ai juste une dernière question peut-être pour Edward que je vois apparaître sur ma tablette. Comment sont sensibilisés les habitants, les salariés, les commerçants à ces sujets? Vous faites une campagne spécifique de communication, bien sûr. Tout à fait. Donc, je crois que le mot que je vais utiliser, c'est la notion de gouvernance, qui est quelque chose qui est calé dès l'amont, basé sur notre retour d'expérience. Donc, bien entendu, tout ce qui est pédagogique, communication avec les utilisateurs plus les occupants. Mais par contre, je reviens sur la notion de coaching qui va continuer. Ce n'est pas uniquement à la livraison. L'opérateur de service urbain va continuer de manière régulière à assurer cette démarche pédagogique. Oui, c'est pas le travail d'un instant, c'est un travail sur le long terme. C'est sur le long terme. Parfait. Eh bien, malheureusement, le petit timer que j'ai en face de moi qui m'indique le temps écoulé pour cette première partie, je vais donc la refermer, non sans vous remercier à tous les deux pour votre participation. Je vous invite à passer le relais aux invités de la seconde partie en quittant la scène par cette voie-là. Nous avons des gestes barrières sur ce plateau. Merci à tous les deux. Merci. Et puis on va remercier également Frédéric qui était par écran interposé pour sa participation. Si évidemment vous avez des questions pour les trois participants de cette première partie, vous pouvez continuer de nous les envoyer, on vous les transmettra et on y répondra par d'autres biais. Et je laisse les participants de la seconde table ronde, communauté énergétique, définition et enjeux, me rejoindre. Les voici. Merci. Patrick et... Et voici donc à mes côtés les trois prochains intervenants. Tout d'abord, Maxime Valentin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable innovation et développement durable au sein de la SPL Lyon Confluence. Vous connaissez l'exercice, vos fonctions en une phrase? Eh bien, on se fera un dîner de Noël où on doit se présenter à la famille. Ça consiste à donner un certain nombre de prescriptions aux différents promoteurs comme Ogic et Bouygues en termes de performance environnementale. Et puis les aider à atteindre ces performances à travers un certain nombre de partenariats tels que Eureka, Smarter Together ou Scale qui nous réunissent aujourd'hui.
Parfait. À vos côtés, Patrick Racoton-Dranali, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué régional Auvergne-Rhône-Alpes, grand projet, affaires publiques d'Enedis. Là encore, petit exercice d'auto-présentation. Bon, très rapidement, donc au sein d'Enedis, j'ai donc la charge de l'ensemble des grands projets sur Auvergne-Rhône-Alpes. Et Eureka en fait partie maintenant depuis de nombreuses années, 2016, depuis son avènement. 2016. Et enfin, pour continuer ce tour de table, Bruno Guédon, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert photovoltaïque et réseau au sein de l'ESPUL, une association. Alors, présentez-nous l'ESPUL et puis peut-être un mot sur vos fonctions. Donc, ESPUL est une association citoyenne qui fait la promotion des énergies renouvelables et du photovoltaïque, qui a été fondée il y a exactement 30 ans, avec un objectif associatif qui était de réaliser la première installation photovoltaïque en France, raccordée au réseau, financée par 150 particuliers. C'est la première communauté énergétique de France, la plus ancienne. Bienvenue avec nous. Alors pendant les 20-25 prochaines minutes, nous allons tenter de cerner cette notion de communauté énergétique. Et je vais me lancer, je vais tenter une définition, une affirmation personnelle. Est-ce que je suis dans le vrai si je dis que ce terme de communauté énergétique, il cache l'idée de faire du citoyen un acteur de voire même de sa transition énergétique? Est-ce qu'on peut le résumer comme ça? Allez, qui me se lance dans une définition, Maxime? Oui, c'est précisément ça. Et il y a aussi quelque part une idée d'échelle. Dans les projets qui vous ont été présentés juste avant, on avait le projet d'Idéal qui permet aux habitants de partager à l'échelle d'un îlot. On a ensuite le projet Solis qui étend et cette idée de communauté énergétique vise à aller à l'échelle du quartier, voire au-delà. Alors on l'a dit, on l'a vu déjà depuis tout à l'heure, une approche pionnière de Lyon Confluence sur ces sujets. D'abord, de quoi naît cette ambition? Pourquoi s'être positionné sur ce point-là? Alors, c'est d'abord l'ambition environnementale de Lyon Confluence, qui existe depuis quelques temps, évidemment. Notre première ambition, c'est la qualité de vie à l'échelle de ce vaste territoire, dans ces espaces publics, à l'intérieur de ces bâtiments, mais c'est aussi le respect de l'environnement et la réduction de la consommation énergétique. Ça, c'est d'abord le point clé. D'abord, on ne consomme pas ou peu d'énergie dans ces bâtiments, et ensuite, on se pose la question de produire de l'énergie. Et puis quand on produit de l'énergie, avec l'expérience de cette vingtaine d'années qu'on a maintenant, on se pose la question peut-être d'une limite qu'on atteint dans cette production énergétique. On a parlé du photovoltaïque et de la cogénération, mais il y a un moment, on ne peut pas produire plus d'énergie. Donc on se pose la question aussi de la qualité de cette consommation d'une certaine manière. Et à travers cette qualité, on se pose la question de qui consomme, comment se montent les opérations, qui est-ce qui finance tout ça. Et notre expérience nous a démontré que bien souvent, il y avait une décorrélation entre, en particulier, les panneaux photovoltaïques qu'il y a sur les bâtiments et les habitants. Parfois, les habitants, ces panneaux étant sur leur toit, ils n'avaient ils savaient même pas qu'il y a des panneaux photovoltaïques sur ces bâtiments. Donc là, l'idée, c'est vraiment de recréer le lien entre la production énergétique et l'habitant. Très bien. Et alors, on l'a dit tout à l'heure, il y a ce qu'on écrit sur le papier et puis ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que vous êtes satisfait de la forme que prend cette ambition aujourd'hui? Est-ce que vous avez été étonné, surpris justement par les idées qu'ont pu vous proposer, notamment les promoteurs? Work in progress. Donc, notre ambition, on la monitore. Vous avez vu que Idéal, c'est pas encore tout à fait branché. En tout cas, on est satisfait de la progression. On n'a pas parlé très peu de ce bâtiment French Tech qui nous accueille, où il y a une toiture photovoltaïque qui elle-même fait l'objet d'un projet spécifique. Donc on progresse à chaque nouveau projet. Et on sera satisfait quand on s'arrêtera, mais on n'est pas prêt de s'arrêter. Vous êtes pas prêt de vous arrêter. Et sur cette décorrélation entre citoyens et production d'énergie, justement, vous avez senti que sur ces projets naissants, le lien était plus fort, que les citoyens répondaient, les habitants, c'est aussi un des enjeux. Oui, Monsieur Marcos parlait de la réunion qu'on avait organisée ensemble pour présenter aux habitants d'Idéal ce projet. On avait
une petite angoisse, évidemment, puisqu'il fallait que chaque habitant accepte ce projet. Donc c'est pas évident, hein, puis ça vient au bout de quelques années de torture entre nous pour essayer de trouver les bonnes solutions, pour faire évoluer la réglementation aussi. Et on était très satisfaits de la façon dont ils ont réagi. Maintenant, la prochaine étape, c'est de voir quel est l'impact sur leur consommation énergétique. Et on espère, on pense que en voyant régulièrement sur leur facture la production énergétique qui est défalquée de leur consommation, ils aient une plus grande conscience de leur consommation énergétique et que ça ait aussi une vertu sur la réduction de leur consommation énergétique. Bon, autre étape passionnante qu'on suivra évidemment. Je vais me tourner vers Patrick. En préparant cette conférence, vous me faisiez cette illustration que j'ai notée en rouge sur mes fiches, en me disant que dans ces communautés énergétiques, le réseau électrique, c'est un petit peu la moelle épinière. Alors, expliquez-nous pourquoi, et puis rappelez-nous peut-être l'implication d'Enedis sur tous ces projets. Pourquoi vous êtes au cœur, voire même au démarrage de tous ces projets? Non. Sur Enedis, Enedis aujourd'hui exploite et modernise l'ensemble des réseaux publics de distribution en France. Ces réseaux de distribution, déjà c'est 1,4 million de kilomètres, c'est 35 fois le tour de la Terre. Donc on voit déjà, je dirais, ce réseau, c'est au fond, en France comme ailleurs, hein, une colonne vertébrale du pays dans lequel on est. Si on se réfère au quartier, quand on revient au quartier, comme sur Confluence, hein, dès le départ, il a fallu réfléchir en tout cas sur une feuille blanche, hein, puisqu'on dit comment il y a un quartier qui se refait, qui se revitalise, et bien quel réseau il faut mettre pour que ça soit totalement en phase avec l'ambition, en tout cas, qui va se développer sur ce territoire. Et ce dont on se rend compte, c'est que ce qui se faisait depuis maintenant, allez, je vais dire 100 ans, je me lance depuis que l'électricité existe, hein, c'est d'avoir une colonne vertébrale qui se met en place, hein, pour dire, bah oui, il y a les sites de production, et puis on emmène jusqu'au site de consommation. Et on se rend compte, à travers les projets qu'on vient de voir ici, hein, donc qui sont effectivement des éléments pionniers, que cette notion d'unidirectionnalité, je vais l'appeler comme ça, de l'électricité, est en train de changer. Donc ça devient bidirectionnel, puisqu'il y a des sites maintenant qui produisent, comme celui où on est aujourd'hui, donc, et qui va produire sur le réseau. Et c'est pour ça qu'en fait, cette image, elle vient de là, c'est de dire on est effectivement une colonne vertébrale, et pour pouvoir mettre en œuvre tous ces projets, notamment d'autoconsommation collective partagée, eh ben, il faut devenir une moelle épinière. Et la moelle épinière, à l'intérieur, ce sont notamment les données. Et ce que nous avons fait ici, donc avec l'ensemble du consortium, hein, pas tout seul, mais c'est de travailler sur comment faciliter, hein, la mise en place de l'autoconsommation collective en France. Et ce territoire est un territoire, pour Enedis, qui est un territoire vraiment pionnier, puisque c'est ici que nous avons, au fond, inventé les dispositifs qui aujourd'hui permettent, dans toute la France, de mettre en œuvre des opérations collectives. Et quand Maxime ou les promoteurs arrivent avec des projets compliqués de production-consommation, vous vous dites mais quel casse-tête ils vont encore m'imposer, ou vous dites chic, je vais trouver des solutions techniques pour y répondre? Mais nous sommes, je dirais, ravis. et Maxime a plein d'idées, donc et le consortium en a aussi. Et c'est même aujourd'hui très utile, parce que en fait, quand on parle de transition énergétique ou de transition écologique, ça veut dire derrière qu'il faut des innovations. Et ces innovations-là, elles doivent être calées sur un usage. Et les usages, c'est nous, c'est chaque citoyen qui demande et qui dit voilà comment ça pourrait évoluer. Et c'est là où nous avons travaillé ensemble. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une idée, pour que l'idée devienne bonne, il faut qu'il y ait un usage derrière. Et donc, nous, on va travailler sur l'innovation qui va permettre d'avancer. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, on trouve des innovations, on est tout content, il y a une palette d'ingénieurs qui vont se taper dans les mains et disent c'est super, mais s'il n'y a pas d'usage, j'ai l'occasion de dire que c'est une grosse hallucination.
Donc, et c'est exactement ce qui se fait ici, donc avec la confluence et avec aussi la métropole et la ville. Hein. C'est de dire à chaque fois qu'on met en place quelque chose, c'est parce qu'il y a un usage, c'est pour le bien-être des citoyens, le bien-être de ceux qui vivent dans ce quartier. Et on a trouvé des innovations qui maintenant sont industrialisées sur toute la France. Voilà, et avec une capacité à les reproduire, à les dupliquer ailleurs. Ah oui, c'est là. Je finirai là-dessus. C'est en fait, ici, on a pu stimuler, hein, accélérer et industrialiser à l'échelle 1. Parfait. Bruno Guédon, vous êtes un spécialiste, on l'a dit, du photovoltaïque et des réseaux. Quel est d'abord votre regard sur ces notions d'autoconsommation énergétique, sur ces notions de communauté énergétique? Voilà, est-ce que c'est quelque chose qu'en tant qu'association aussi vous défendez, vous regardez? Voilà, comment vous appropriez ces sujets? Alors déjà, nous faisons clairement la différence entre les deux notions, communauté énergétique et autoconsommation collective. Les communautés énergétiques sont un objet juridique qui a été défini par la Commission européenne dans le cadre d'une directive qui date de 2018 et qui autorise, alors comme ça a été très bien dit, hein, des acteurs locaux, pas que des particuliers, mais des acteurs locaux, ça peut être des PME, ça peut être des collectivités territoriales, à se regrouper pour consommer ensemble de l'énergie, produire ensemble de l'énergie ou construire et exploiter ensemble des réseaux énergétiques, que ce soit des réseaux de chaleur, que ce soit des réseaux de gaz renouvelables ou des réseaux d'électricité. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'électricité, voilà. mais le panorama est un peu plus large. Donc ça, c'est le droit européen, qui date donc de 2018. La notion de communauté énergétique vient d'être transposée en droit français en mars de cette année, mars 2021, donc c'est un concept très très récent. Et il existait avant la transposition de cette directive des articles du Code de l'énergie qui autorisaient la réalisation d'opérations dites d'autoconsommation collective et qui permettent effectivement à des consommateurs de se regrouper pour consommer ensemble la production d'installations de production d'énergie renouvelable, d'électricité. Très bien. Et alors, est-ce que c'est peut-être pas la solution, mais est-ce que c'est une des solutions justement pour aller plus loin dans la transition énergétique en France et en Europe? Vous le voyez comme ça ou il y a des petits bémols à ajouter? Alors, en tant qu'association citoyenne, bien entendu, c'est un concept qui nous intéresse fortement. Ouais. Ce qu'on observe, hein, et je vais reprendre ce qui a été dit par quasiment tous les élus ce matin lors de la table ronde politique, ça ne va pas assez vite. Ça ne va pas assez vite. Aujourd'hui, on dénombre, donc le 11, c'est Enedis, qui fait un suivi en fait de ces installations d'opérations d'autoconsommation collective en France, dénombre 50 opérations en fonctionnement pour 700 participants. À titre de comparaison, l'opération de Solis va rajouter une opération collective et va rajouter 150 participants. Donc elle va avoir un impact important en France sur l'augmentation du nombre de participants, mais en termes d'impact sur la transition énergétique, ça reste très très limité pour différentes raisons qui ont été suggérées par les intervenants précédents, qui sont qu'on a un modèle économique qui ne tient pas la route, puisqu'on a un certain nombre de contributions et de taxes qui vont s'appliquer sur l'énergie qui est autoconsommée, qui est partagée par les membres de la communauté énergétique ou les consommateurs de l'opération d'autoconsommation collective, qui rendent le prix autoconsommé de l'énergie pas très rentable. Et ça, c'est un vrai frein. Donc il y a un gros côté positif, c'est l'appropriation de cette donne énergétique par les citoyens, mais il faut quand même mettre en parallèle la pertinence à la fois énergétique et économique de ce genre de projet. C'est un peu ça l'idée. Aujourd'hui, alors malheureusement, le droit français incite fortement même les particuliers qui souhaitent se regrouper pour produire de l'énergie renouvelable à injecter la totalité de la production sur le réseau de distribution publique, payé par un tarif d'achat spécifique, plutôt que de se regrouper, de consommer eux-mêmes l'énergie dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective. Très bien. Donc ça, c'est le droit français qui vraiment désincite à monter ce type d'opération. Alors comment aller plus vite? Est-ce que vous avez dans vos réflexions des pistes, des idées déjà pour accélérer sur ces sujets? Je ne sais pas, Maxime ou Patrick. Oui, non, mais je pense déjà sur la notion d'autoconsommation, hein, ce que disait Bruno. Il faut quand même avoir aussi, je dirais, un pendant. On disait l'autoconsommation en France collective, effectivement, est à ses débuts, hein, je dirais, d'évolution.
Par contre, l'autoconsommation, le concept d'autoconsommation, il faut déjà que l'ensemble des citoyens se l'approprient. C'est-à-dire que là, nous sommes plutôt dans un monde qui connaissons le concept, donc, mais la population en elle-même, quand on parle d'autoconsommation, elle est déjà un peu perdue. Et on voit que l'autoconsommation, cette notion-là, elle évolue, puisque en France, aujourd'hui, il y a 100 000 foyers qui sont, on a passé la barre des 100 000 foyers qui sont en autoconsommation. Il y a tout juste 4 ans, on était à 3 000. Donc il y a une évolution qui se fait, hein, et on sait que aujourd'hui, nos estimations à nous, c'est qu'on va doubler donc ce nombre d'ici 2 ans et demi. Donc il y a une dynamique qui se crée sur cette notion d'autoconsommation. Donc ça, c'est déjà un premier fait. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est comme dans toute innovation, en fait, il faut des usages et il faut aussi des références. Et ce qu'on vient de voir ici, donc dans ces projets, hein, on a besoin de ce genre de projet de référence qui permet de dire, bah, regardez, c'est possible, hein, on peut même les visiter, on peut regarder les résultats, c'est surtout ça. Quand on dit le facteur clé de succès, c'est que chacun d'entre nous, pour n'importe quelle innovation ou nouveauté qui arrive, on puisse avoir un effet miroir et dire, tiens, oui, mais ça existe déjà. Je pense qu'aujourd'hui, c'est les early adopters qui sont un peu plus compliqués à avoir. Mais là, il y a une dynamique qui se crée et ça a été possible ici. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire ailleurs. Et nous, qui sommes à Maï-Une, qui travaillons sur l'ensemble de la France, nous accompagnons l'ensemble de ces projets. Et c'est pour ça aussi que ces projets-là vont permettre, hein, de dire, bah, tiens, à telle collectivité ou à tel endroit, à tel promoteur, de dire c'est possible. Très bien. Maxime, sur les îlots restants à construire à Lyon Confluence, est-ce que c'est des sujets que vous allez mettre en avant, que ce soit l'autoconsommation collective ou plus largement cette notion de communauté? Est-ce que vous avez déjà en tête des pistes, peut-être même des souhaits d'imposer aux constructeurs ces sujets-là? Oui, c'est quelque chose qu'on souhaite développer, évidemment, pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, pour impliquer davantage les habitants, pour trouver un modèle économique, puisqu'aujourd'hui, si on n'autoconsomme pas, eh ben on fait l'objet de subventions directes. Et comment accélérer, comment rendre ça possible à une échelle plus vaste? Je rejoins ce qui a été dit à l'instant. On fait face quand même à un équilibre économique qui reste très fragile sur des opérations comme celle qu'on a développée ensemble. On a l'accompagnement de programmes européens, des financements qui rendent les choses possibles. Maintenant, si on veut changer d'échelle, il va falloir aussi trouver de nouveaux modèles et avoir un accompagnement là-dessus. Donc une bonne dose de volonté, mais il faut quand même un petit soutien financier derrière. C'est pas tellement un soutien financier, c'est repenser un petit peu le modèle, tout simplement. Parfait. Alors nous allons passer aux questions que j'ai reçues sur ma petite tablette. Alors celle-ci est pour Bruno, mais peut-être que vous serez plusieurs à pouvoir répondre. Combien y a-t-il d'installations photovoltaïques déjà installées à la Confluence? C'est presque un quiz, ça. Et quelle est la plus importante réalisée ou à venir? Donc j'ai la réponse. Ah, vous avez la réponse, parfait. Vous ne voulez pas vous bloquer, hein, Non, j'ai la chance d'accompagner la SPL Lyon Confluence depuis la première installation photovoltaïque mise en service ici, sur la zone. Donc actuellement, on dénombre 33 installations photovoltaïques. D'accord. Voilà le nombre. Et la plus importante, c'est celle qui équipe le bâtiment dans lequel nous sommes aujourd'hui, l'installation de la French Tech, qui a une puissance photovoltaïque de 243 kW crête, à peu près 1600 m² de capteurs photovoltaïques. D'accord. Et sur le territoire, c'est une installation particulièrement importante? Alors, pour avoir des ordres de grandeur par rapport à ce qui peut se faire sur le territoire de la Confluence, par exemple, ou lyonnais? Lyonnais, alors en centre-ville, bien entendu, c'est important, une installation de 1600 m². Il n'y a pas beaucoup de bâtiments en hyper centre-ville qui ont des surfaces de cet ordre de grandeur. Après, bien entendu, quand on part en périphérie de Lyon, notamment sur certains parkings, certaines zones industrielles, on va trouver des installations de puissance supérieure. Mais en centre-ville, c'est quelque chose d'assez rare en hyper centre-ville de trouver ça à Lyon ou même tout simplement en France. Et à venir, est-ce qu'on a déjà des pistes d'installation à venir photovoltaïques? Il faut poser cette question à Maxime Valentin.
C'est côté Rhône qui reste beaucoup d'îlots à construire. Oui, c'est ça, c'est côté Rhône. Évidemment, chaque projet qui seront construits à Lyon Confluence, comme je disais tout à l'heure, réduiront leur consommation énergétique et produiront de l'énergie renouvelable. Le choix du photovoltaïque s'impose assez systématiquement, donc oui, on va continuer. Est-ce qu'on va battre le record d'H7 ? Comme l'indiquait Bruno, le H7, c'est un peu une singularité. On est dans une réhabilitation d'un bâtiment industriel avec une capacité particulière. Parfait. Une question peut-être pour Patrick, mais pour tous. On me dit comment aller plus vite dans la transition écologique. Je transformerai peut-être on a donné les chiffres de citoyens français qui bénéficient de l'autoconsommation collective, par exemple. Est-ce que voilà, il y a des feuilles de route, des objectifs qui ont déjà été fixés pour les années à venir sur ces sujets? Oui, je pense qu'il y a une chose qu'on peut déjà citer, je pense qu'il y a dans l'accélération de la transition écologique, c'est qu'on parlait d'optimum économique. Et c'est là où l'innovation technique aide aussi à rechercher cet optimum économique. Et il y a une pierre angulaire qui a été mis en place en France, c'est le compteur communicant, donc c'est Linky. Linky aujourd'hui, et on l'a mis en avance de phase, je dirais, non sans mal au début, mais on y est arrivé, à ce qu'il puisse être déployé totalement sur le quartier de la Confluence en avance de phase. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, Linky, il permet à la fois donc bien sûr de mesurer la consommation, mais elle mesure aussi la production. Et il faut savoir que cette innovation, cette capacité, aujourd'hui, quand on fait de l'autoconsommation, c'est pour chaque raccordement, c'est près de 600 € par raccordement qui sont économisés. Et pour ceux qui connaissent très bien l'optimum économique des dossiers d'autoconsommation, ces 600 € d'économiser pour chaque point de comptage, c'est vraiment pas neutre. Même chose aussi sur l'accélération. Je disais tout à l'heure sur la notion de moelle épinière, c'est le sujet des données, la mise à disposition des données, que ça soit le plus rapide possible, le plus simple. Et là aussi, je pense que la feuille de route qu'on a mis en place, on a été le premier distributeur européen à faire de l'open data pour que l'ensemble des acteurs puissent tout de suite avoir les données à disposition. Donc, pour pouvoir accélérer déjà leur étude même et leurs projets en amont. Et après, je vais être un peu technique, mais avoir des API qui puissent être directement utilisables par l'ensemble des acteurs pour que leurs projets de transition énergétique puissent se mettre en place le plus rapidement possible. Et nous sommes à chaque fois, en fait, avec ces acteurs pour avoir le coup d'avance systématique. Et on le développe, mais comme je disais tout à l'heure, en le stimulant, effectivement, donc avec l'écosystème. Et après, il faut arriver après à l'industrialiser. Et nous, aujourd'hui, la feuille de route d'industrialisation, elle est nourrie, je dirais, par ce type de projet qui a eu lieu sur la Confluence et qu'on va continuer. C'est pas fini. C'est pas... Ça méritera peut-être d'autres conférences. Malheureusement, le gong de fin de celle-ci approche. Je vais vous remercier tous les trois pour avoir participé à cette seconde table ronde. Je vais juste solliciter un petit peu Maxime pour quelques temps de conclusion, pour l'after ou le débriefing de cette conférence. Vous êtes non seulement le régional de l'étape, mais un peu le maître des lieux. À la lumière des échanges de ce matin, de cette table ronde et puis celle qui l'a précédée, voilà, quel regard finalement portez-vous pour l'avenir de ces nouvelles communautés énergétiques ? Est-ce que vous avez des bonnes raisons d'être optimiste? Il faut être optimiste, sinon... c'est l'idée de Lyon Confluence, presque. Oui, absolument. Moi, je retiendrai une notion et deux exemples. La notion, pour paraphraser Étienne Vignali, qui travaille sur tous ces sujets à la Confluence, c'est qu'il faut remettre l'humain au centre. Et on l'a vu ce matin dans la première session, c'est travailler ensemble, collaborer, à l'échelle européenne, entre les villes, collaborer comme on le fait sur ce plateau. Vous avez vu, on n'a pas forcément les mêmes objectifs, les mêmes peurs, les mêmes craintes, les mêmes ambitions, mais on a un grand sens commun, c'est d'aller en avant vers cette transition. Et puis, ce que tu disais, Patrick, tout à l'heure, c'est le deuxième volet, c'est remettre l'humain, l'utilisateur final,
nous remettre, puisqu'on est tous utilisateurs final, au centre, puisque finalement c'est nous qui disons la vérité. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Donc c'est vraiment cette notion de collaboration commune et d'intégration de l'utilisateur qui lui fera le bon geste ou pas. J'imagine qu'on pourra compter sur Lyon Confluence pour être actif dans cette mobilisation. Et on essaye de faire notre part. Très bien, merci Maxime. Je profite pour vous remercier également de m'avoir confié l'animation de cette conférence. Merci à toute l'équipe d'organisation, tous les intervenants, toute l'équipe technique qui a travaillé sur sa bonne tenue. Je ne terminerai pas sans vous donner un prochain rendez-vous qui aura lieu cet après-midi dans le cadre de cette journée. Voilà, il y a un petit slide qui s'affiche. C'est donc la session Zero Carbon Sonneborg by 2029 et cela aura lieu à 14h, donc rendez-vous à 14h. Nul doute qu'il s'agira à nouveau d'un événement à énergie collective. Merci à toutes et tous. Au revoir. À bientôt et bon week-end.